Bonjour à tous, Monsieur Céline Pallier, directeur général du Grand Théâtre National, Madame, Monsieur les panélistes, organisateurs, organisations sociales, civiques et panafricanistes, chers amis et chers invités. C'est un honneur pour la République bolivarienne du Venezuela d'être présente aujourd'hui à un événement aussi important qui met en lumière le rôle du panafricanisme au niveau continental, mais en même temps au niveau international. Le panafricanisme, mouvement né principalement hors d'Afrique, a eu et continue d'avoir un impact considérable sur les Amériques, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nombre de ceux qui ont franchi la porte de nombre d'eux se sont installés sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Brésil, la Colombie, le Venezuela et une grande partie de la île del Caraïbe. Parler de panafricanisme aujourd'hui, c'est poursuivre la construction d'un monde multipolaire, comme l'a proposé notre président Hugo Chavez dans son lettre adressée au sommet Afrique-Amérique du Sud 2013. Nous sommes le même peuple. Nous avons l'obligation de nous ressembler au-delà de simples formalités, dans un engagement commun envers notre unité. Pour le Venezuela, expliquer qui nous sommes aujourd'hui est impossible sans faire référence à la mère Afrique. Et cela inclut l'essence même du panafricanisme, c'est-à-dire la unité, la reconnaissance de la joie, la solidarité et bien sûr la fraternité. Cependant, des facteurs menacent le progrès et la consolidation du monde pour l'unité africaine. Le néocolonialisme, l'occupation illégale des territoires, les actes génocidaires et l'esclavage. Il est crucial d'identifier ces éléments et d'en discuter en profondeur à une époque marquée par les génocides à Gaza, les conflits territoriaux et les recours à la force militaire pour contraindre les pays souverains. C'est pourquoi repenser le panafricanisme signifie aussi repenser la crise du multilatéralisme. Une faute d'action commune consensuelle, on observe comment des visions unilatéralistes telles que la doctrine monroe-américaine s'impose aujourd'hui, érigée en puissance coloniale universelle qui intervient dans n'importe quel pays et c'est ce qui lui plaît. Ce que nous avons vu au Venezuela pendant les samedis, le 3 janvier, c'est les États-Unis qui ont bombardé Caracas, la capitale du Venezuela, et ont kidnappé le président constitutionnel du Venezuela, le président Nicolás Maduro. Le panafricanisme doit aujourd'hui renforcer l'autodétermination et la souveraineté des peuples, condamner les recours à la force et l'interventionnisme. Pour finir, je voudrais dire que l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes sont aujourd'hui le panafricanisme du siècle XXI. Là où se trouve dans tous les territoires de l'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Afrique se trouve la ressource stratégique de la terre, ainsi que les plus grandes réserves d'eau et de la nature vierge. Nous sommes confrontés au défi historique de renforcer notre unité culturelle telle qu'elle est envisagée par Sharon Diop et la souveraineté intellectuelle d'Amilcar Cabral et de Patrice Lumumba. À chaque rencontre multilatérale, nous devons, tous les peuples, nous devons nous unir pour ouvrir à notre autodétermination. Merci. La thématique qui m'a été confiée aujourd'hui, savoir endogène et souveraineté
intellectuelle. Les objectifs que je me suis fixé dans cette communication, c'est d'abord de clarifier la notion de savoir endogène africain. Ensuite, d'analyser la question de la souveraineté intellectuelle. Et enfin, de discuter les implications pour l'université africaine. Parce que, bien entendu, je considère que nous sommes dans un espace universitaire où se trouvent enseignants, étudiants. Donc, qu'appelle-t-on savoir endogène africain? Il s'agit essentiellement des connaissances produites dans des contextes africains spécifiques. Et ces connaissances produites dans des contextes africains spécifiques, et je les cite dans une certaine intemporalité, que ce soit dans la période préhistorique ou actuellement ou dans le futur, toute connaissance produite effectivement en Afrique ou par des Africains, même s'ils ne sont pas sur le continent, peut être considérée comme un savoir endogène africain. Et en la matière, vous avez des pratiques et des procédés par lesquels les savoirs africains sont traditionnellement transmises. Notamment, on a la transmission orale, on a la pratique communautaire, c'est-à-dire il y a des savoirs qui sont transmis de génération en génération par des approches pédagogiques proprement africaines. Par exemple, la tradition orale. Elle a joué un rôle essentiel pendant des siècles, mais quand nous sommes rentrés en contact avec le colonisateur, eh bien, la communauté scientifique a déclassifié cette tradition orale en considérant que tout ce qui n'était pas écrit n'était pas valable comme source de savoir. Et par cet exercice, ils ont évacué une partie extrêmement importante de la conscience publique, des savoirs africains et même de l'histoire africaine. Il a fallu, après de grandes luttes qui ont été menées par des historiens africains, j'aimerais citer Joseph Kizerbo, qui a courageusement mené la bataille, avec d'autres comme Amadou Ampateba, qui a également courageusement mené la bataille pour réhabiliter la tradition orale comme une source valable de l'histoire en sciences. Donc c'est un élément extrêmement important. Il y a la pratique au sein de nos communautés qui est aussi importante. Il y a un certain nombre de pratiques que nos communautés, des gestes que nos communautés conservent et transmettent de génération en génération. Et cela aussi est un moyen par lequel les savoirs endogènes sont transmis. Vous allez voir par exemple quand vous partez en milieu local, vous avez nos communautés qui ont des techniques agricoles précises. Vous avez nos artisans qui ont des techniques artistiques et artisanales précises. Vous avez dans chacun des domaines un certain nombre de pratiques qui sont conservées et qui sont transmises par les chaînes de transmission traditionnelles qui constituent aussi des savoirs tout aussi valables que celles, n'est-ce pas, que nous sont importées. Il y a également le caractère dynamique et adaptatif. Il est extrêmement important de comprendre que quand on parle de savoir endogène, il ne s'agit pas de rester figé dans une forme et une pratique, parce que la connaissance en soi n'est pas statique, elle est dynamique. Dans tous les domaines, les peuples sont appelés à évoluer. Le changement de l'environnement, qu'il soit social, physique, climatique ou politique, engendre toujours une nécessité d'adaptation de ce qu'on sait et de ce qu'on fait. Et ces exigences de l'environnement font que tout savoir et tout savoir-faire est appelé à une perpétuelle évolution. Donc c'est extrêmement important de ne pas être dans une dynamique figée et absolument conservatrice. Et quand on parle de l'écosystème des savoirs endogènes, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les communautés. Pour le sociologue que je suis, nous disons tout le temps que le construit anthropologique, sociologique est toujours fonction de la réalité pédagogique.
C'est-à-dire, c'est l'environnement physique qui détermine le mécanisme par lequel l'humain satisfait à ses besoins. Et c'est en fonction de la nécessité de satisfaire ses besoins que l'humain produit et fait de la construction anthropologique. Donc la culture, qui est la première source de savoir, est en réalité la résultante du rapport entre l'homme biologique et la nature qui l'entoure. Ok? Donc ça c'est extrêmement important. Nous avons d'abord les communautés et leur environnement. Ensuite, nous avons les langues. La langue est l'œuvre la plus élaborée qu'un peuple puisse faire. C'est elle qui reflète l'intelligence collective. Parce qu'elle concentre les éléments par lesquels les hommes donnent sens à tous ceux qui les entourent, y compris à eux-mêmes, et crée les codes qui les permettent d'interagir, d'interpréter et de construire. C'est extrêmement important. Donc, on a les communautés, ensuite leur environnement, ensuite nous avons les langues. Et à partir des langues, la communication permet la conjugaison des intelligences. Et la conjugaison des intelligences crée les conditions de fécondité pour l'éclosion du génie intellectuel. Et cela nous amène donc à développer des savoirs et des savoir-faire qui sont consacrés dans ce qu'on appelle la pratique sociale. Quand il s'agit de se marier et de fonder un foyer, il y a un ensemble de connaissances capitalisées par la société qui les permettent d'établir ce qu'on appelle des traditions et des mœurs, qui sont en fait la consécration des savoirs consolidés. Quand il s'agit de créer des conditions de subsistance, alors la communauté développe des savoirs et des savoir-faire partagés et qui se consacrent en pratique pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'architecture, pour les différents domaines de connaissances dans la vie. Et en la matière, l'Afrique en foisonne. Juste pour vous le dire, en parlant des langues africaines, le continent africain à lui seul capitalise 3000 langues. 3000 langues, c'est 3000 humanités. 3000 formes d'existence humaine capitalisées à travers la moisson d'expériences partagées par la communauté, consacrées en savoir et en savoir-faire et codifiées dans une langue. Donc, 3000 sources d'humanité. Il est extrêmement important de le savoir. Alors, quand on parle des domaines du savoir endogène, je ne suis pas exhaustif, mais je vais vous en citer quelques-uns. La médecine traditionnelle et pharmacopée. Pendant des milliers d'années, sur le continent africain, l'homme est né, s'est développé, s'est épanoui jusqu'à s'exporter. Et pendant ce temps, les Africains ont appris à identifier tout ce qui constitue des menaces à l'intégrité physique, biologique et physiologique de l'homme, même psychologique. Et ont développé des savoirs, des compétences, des savoir-faire qui permettent de diagnostiquer, de traiter l'ensemble des pathologies auxquelles on peut être confronté dans l'environnement où nous sommes. Vous allez voir que la première chirurgie cardiaque a été opérée dans l'Égypte antique à travers des instruments fabriqués à partir du bronze. Si vous partez au musée des civilisations noires, vous allez en trouver les vestiges. Je ne vais pas beaucoup plus développer, vous comprendrez un peu. J'ai parlé de l'agriculture, de l'écologie et du climat. Et vous allez voir que l'activité agricole et l'activité d'élevage sont séquencées dans les contrées africaines de sorte à ce qu'on puisse permettre aux terres la régénération, qu'on puisse permettre dans les saisons arides, n'est-ce pas, aux terres de reprendre des richesses à travers l'activité de l'élevage qui permet de réenrichir les sols, et au moment où, n'est-ce pas, les saisons pluvieuses créent les conditions de la fertilité, eh bien le bétail va dans des zones non de culture. Tout ceci est la démonstration du rapport que nous avions avec le changement climatique, avec l'environnement. Nous avons des pratiques de protection de la nature. Quand on vous parle en Afrique du bois sacré, le bois sacré, beaucoup de gens l'assimilent essentiellement aux sociétés initiatiques.
Mais attention, la première connaissance qui en découle, c'est d'abord que notre première source de protection pour notre subsistance, c'est la nature que nous avons, l'environnement que nous avons. Et nous avons le devoir de prendre soin de cette nature. C'est pour ça que nous l'avons sacralisée. Et les feux de brousse, comme les activités susceptibles de détruire l'environnement, étaient absolument réglementées et suivies. Leur violation était susceptible de sanctions, et de sanctions majeures. J'ai parlé de l'organisation sociale et politique. Aujourd'hui, on nous vend la démocratie comme étant une propriété intellectuelle européenne ou occidentale. Mais c'est faux. C'est archi faux. Oui, si nous résumons la démocratie à l'exercice unique d'aller dans des urnes, mettre des bouts de papier pour choisir un président. Là, on peut dire que c'est eux qui l'ont amené. Mais si la démocratie est effectivement ce processus par lequel les peuples détenteurs de leur souveraineté choisissent librement leur avenir et en fonction de cet avenir, choisissent leurs dirigeants, la forme de leur gouvernance, participent à l'expression de leurs besoins de développement qui sont intégrés dans les politiques publiques et qui sont traduits dans l'action publique, alors la démocratie est d'abord et avant tout africaine. Plusieurs preuves et démonstrations existent. Vous prenez l'Empire du Ghana, qui a duré au moins du 3e siècle au 11e siècle, sans jamais avoir conquis un lopin de terre par la guerre. Tout a été conquis par le dialogue, par le négoce et par les accords. Vous prenez l'Empire du Mali et vous regardez la charte de Kouroukan-Fouga, qui est en fait l'acceptation par l'ensemble des royaumes et des empires, et au-delà, l'ensemble des composantes sociales de ces royaumes et de ces entités territoriales, des règles communes de gouvernance qui consacrent les fondements des droits de l'homme, des droits humains. Donc, en termes de savoir-faire politique et d'organisation sociale, l'Afrique n'a rien à envier. Et ça, je vous parle de quelque chose qui se passe au XIIe siècle, en 1236. Bien avant que l'Europe ne soit organisée telle qu'elle est, pendant que en Europe, les gens s'entretuaient et l'Europe était décimée par la peste. Donc, comme le disait l'ancien président du Mali, paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta, nous filmons quand les autres n'étaient pas. Et on parle également de l'astronomie, de la cosmogonie. Vous savez, il y a une société au Mali qui s'appelle les Dogons. Les Dogons avaient identifié une étoile qui n'apparaît que chaque 50 ans dans le ciel. Et cela bien avant, c'est-à-dire depuis la période du Moyen-Âge. C'est seulement dans les années 2000 que les États-Unis, à travers la NASA, ont découvert l'existence de cette étoile. À telle enseigne, ils ont été impressionnés à telle enseigne qu'ils ont dépêché une mission spéciale et ouvert un bureau de la NASA dans le pays Dogon pour observer les étoiles. Et cela à travers quoi? À travers la cosmogonie Dogon. Donc, la connaissance des astres, la connaissance du ciel, la connaissance de l'astronomie était une connaissance africaine existante. Et pour la petite histoire, ces savoirs africains qui ont été transmis à la fois de manière orale que de manière écrite ont été exclus des processus éducatifs et universitaires en Afrique. Vous allez voir, les gens vont vous parler des manuscrits de Tombouctou. C'est des milliers de manuscrits qui existent, qui enseignent dans différents domaines. Mais tous les bailleurs sont prêts à financer la numérisation des manuscrits. Aucun bailleur n'est prêt à financer la traduction et la réédition des manuscrits. Ces savoirs sont considérés comme des objets de musée, mais personne ne veut les réintroduire dans l'éveil intellectuel et l'essor de la civilisation de nos pays. Et il est important que nos leaders prennent justement leur indépendance, leur souveraineté, et que les financements nationaux permettent de traduire ces connaissances et de nous dire quelles sont les leçons qui étaient enseignées à l'université de Sankoré.
quel enseignement astronomique était enseigné à l'université de Sankore? Les recherches que nous avons eu à faire en 2016 sur les manuscrits de Tombouctou, avec l'ancien directeur de l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou, ont révélé que le troisième fils de Askia Mohamed a écrit un ouvrage sur la gouvernance politique et la gouvernance interreligieuse, qui normalement devrait servir à gérer la question, la problématique aujourd'hui de l'extrémisme islamiste qui est porté par les groupes terroristes. Mais personne n'en parle. Cet ouvrage n'a jamais été réédité. Et il n'est jamais cité en référence dans les publications et dans les travaux scientifiques qui sont faits. Pour vous dire que l'Afrique a de la connaissance, l'Afrique a du savoir, savoir de haute valeur, produite ici, mais que nous laissons de côté parce que nous sommes obligés de suivre les curricula qui nous sont imposés de l'extérieur, le référentiel qui nous est imposé de l'extérieur. C'est extrêmement important de prendre conscience de cela. On a également les organisations secrètes et spirituelles. Alors, la spiritualité africaine est l'un des aspects du continent africain qui a été le plus agressé dans l'histoire. D'abord, notre contact avec le monde arabe, dans les efforts d'islamisation, a amené justement ces colonisateurs arabes qui sont les premiers à nous coloniser, qui ont duré plus longtemps que les Blancs et qui ont fait beaucoup plus de dégâts que les Blancs. Ils ont commencé par diaboliser nos pratiques spirituelles. Tout ce qui était savoir endogène, connaissance endogène, on nous a dit que c'est anti-islamique. On nous a dit que c'est du fétichisme. On nous a dit que c'est de l'association. On nous a dit qu'il fallait s'en débarrasser. Alors que c'est faux. Le monothéisme, le premier monothéisme dans l'histoire de l'humanité, est né en Afrique avec Akhenaton. C'est aujourd'hui prouvé scientifiquement. Tous les attributs des religions judéo-chrétiennes et musulmanes sont retrouvés dans la spiritualité et dans la religion africaine en Égypte. Sans exception. Que vous preniez le 25 décembre qui est Noël, que vous preniez le Pâques, que vous preniez le vendredi qui est célébré, que vous preniez les 5 prières qui sont appliquées, que vous preniez la prosternation, tous les symboles qui sont dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes existent sans exception dans la religion africaine. Les jours comme les mois existent dans la religion africaine. Ça ne veut pas dire que ces religions ne sont pas vraies, mais ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas le monopole du savoir et de la connaissance. Et du reste, pour vous prouver, la religion juive comme la religion chrétienne se réclame de qui? Quand on regarde, où est-ce que Moïse a quitté pour amener le peuple juif sur la place promise? C'est bien sur le continent africain, il était en Égypte. Donc on peut considérer que Moïse était un Africain, qu'il est né en Afrique, qu'il a grandi en Afrique, qu'il a reçu sa révélation en Afrique et qu'il a reçu sa mission en Afrique avant de quitter le continent pour amener la religion sur le continent européen ou asiatique ou là où vous voulez. Donc il est extrêmement important que nous décomplexions notre conscience vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des savoirs qui ont aujourd'hui porté le vêtement occidental et qui, sous ce vêtement occidental, ont été imposés comme l'ordre universel. C'est extrêmement important de comprendre cela. Il y a également les arts. Dans les arts, je parle de la musique, de l'art plastique, de l'architecture, de la manufacture, de l'artisanat, entre autres choses. Rapidement, pour vous dire, les plus grands vestiges de l'architecture dans l'histoire de l'humanité, c'est en Afrique. Jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas pu avoir une seule structure sur la planète Terre qui soit plus imposante, plus complexe, plus solide, plus résistante que les pyramides d'Égypte. Jusqu'à présent, malgré toute l'évolution technologique et tout ce qu'il y a, on n'a pas pu dépasser ça encore. Si vous regardez l'art plastique égyptien jusqu'à présent n'a pas été dépassé. Et l'Égypte dont on parle, ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui.
qui a été blanchi par une politique d'immigration de peuplement, datée et documentée. C'était l'Égypte noire. Et justement, la révélation de ce caractère noir de l'Égypte antique a été la résultante d'une entreprise historique émanant de cette terre africaine du Sénégal, portée par l'un de ses plus illustres fils, j'ai nommé Cheikh Anta Diop. Ce travail extrêmement précieux qui a permis de remettre les pendules à l'heure dans la communauté scientifique et intellectuelle mondiale ne doit pas passer inaperçu par les étudiants que vous êtes, parce que vous constituez l'avenir du continent. C'est extrêmement important que vous vous appropriez les connaissances illustres produites. Les savants comme Cheikh Anta Diop doivent être enseignés dans les écoles. Leurs livres, leurs ouvrages doivent être enseignés dans les écoles africaines pour que des gens se fassent des vocations. Parce que le travail de Cheikh Anta Diop n'est pas abouti. Il a ouvert une voie. Il n'a pas conclu une chaîne de connaissances. Il a ouvert des perspectives pour que des étudiants prennent le relais, approfondissent les richesses et découvrent de nouvelles choses. Ce n'est qu'une petite partie qu'il a ouverte. Et cette petite partie-là, malheureusement, elle est uniquement citée en référence par les gens. Peu de gens travaillent à approfondir ce qui est fait. Mais c'est extrêmement important qu'on y fasse référence. Il y a les sciences humaines. Donc, je vais avancer rapidement pour venir à la problématique de la colonialité du savoir. Et la colonialité du savoir est extrêmement importante à comprendre. C'est-à-dire que, comme le disait Cheikh Anta Diop, la vérité sont blanches. On a créé un système de codification, on a créé un système qui permet, en fait, qui oblige toute connaissance produite à être reçue, acceptée et validée par les Blancs pour qu'elle puisse être admise comme valable. Pour arriver à ça, il y a un processus qui a été fait. La première chose, c'est la hiérarchisation des connaissances. Quand on vient chez vous, on va vous dire, bon, langue vernaculaire, langue officielle. C'est un procédé d'hiérarchisation qui vous amène tout de suite à considérer que, bon, l'autre là n'est pas très important, quoi. Quand un artiste africain produit un tableau magnifique, on va vous dire ça c'est artisanal. Quand un petit gamin de l'autre côté s'assoit et il fait un gribouillis sur les papiers, on va vous dire ça c'est une œuvre artistique. Non, c'est important que vous preniez conscience des concepts et de leur contenu et de l'effet qu'ils ont sur votre mindset. C'est extrêmement important. L'universalisation des paradigmes occidentaux. C'est ce que disait Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme. Il dit, je ne veux pas d'un universel décharné. L'universel que je veux, c'est un universel riche de tous les contenus et de tout le contenu. C'est-à-dire, il ne veut pas d'un universel constitué du modèle d'un pays, d'une civilisation, imposé à tous les autres qu'ils doivent suivre directement. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les Occidentaux ont pris leur modèle de culture et de civilisation et ils l'ont érigé en civilisation universelle. Tous les autres peuples du monde sont obligés d'abandonner leur culture, leur mécanisme de construction de la beauté, d'organisation sociale, de gouvernance politique, de rapport à la science, à la nature, c'est-à-dire leur paradigme scientifique, pour s'aligner sur le modèle occidental. Alors que l'humanité est faite d'une foison de peuples, de cultures, qui sont chacune une source de connaissance, une source de civilisation. Et c'est la mosaïque de tout ceci qui devrait permettre d'avoir un composé hétéroclite, mais riche. Comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, c'est la diversité des couleurs qui fait la beauté d'un tapis. Et l'humanité est faite jaune, noire,
blanches et de différentes couleurs. Chacune de ces couleurs doit figurer dans le tableau de l'universel. Sauf que notre universel n'est que occidental. C'est de cela qu'il est question. Et aujourd'hui, nous faisons face à la crise civilisationnelle qui fait qu'aujourd'hui, la civilisation occidentale a épuisé ce qu'elle peut offrir à l'humanité en termes de valeurs. Aujourd'hui, elle ne fait que nous envoyer des antivaleurs. Alors que les autres sources d'humanité sur le continent et dans le monde, sur la planète, existent, sont riches et ont suffisamment de ressources à nous apporter. Mais elles sont exclues. Et c'est de cela qu'il est question. La disqualification des savoirs locaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la scientifisation de la tradition orale. À l'époque, on nous avait dit que la tradition orale n'était pas valable parce que la parole s'envole et l'écrit reste. Mais avec la technologie aujourd'hui, est-ce que la parole s'envole? Est-ce que l'image disparaît? C'est le moment pour nous d'aller à une réhabilitation de cette tradition orale qui est un récipient énorme contenant l'ensemble des savoirs endogènes qui ont été occultés pendant au moins 6 décennies, plus 4 siècles. C'est extrêmement important. C'est là où les universités doivent s'orienter. C'est là où les gouvernants doivent s'orienter pour exhumer la connaissance, la conscience, les savoirs et la spiritualité africaine afin de réarmer l'âme de l'Africain et que le nouvel Africain puisse exister et s'affranchir, s'affirmer dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est extrêmement important. Et pour que cela puisse se faire, il faut que nos dirigeants puissent disposer d'une véritable souveraineté intellectuelle et politique. La capacité de décider par soi-même, de soi-même pour soi-même, et s'affirmer dans le concert des nations. C'est extrêmement important. Il faut que nous nous autorisions cet exercice. Les mécanismes de dépendance épistémique. Alors, c'est extrêmement important. J'ai parlé tout à l'heure des langues coloniales. Je suis en train d'animer cette conférence en français. Parce que j'ai été socialisé intellectuellement en français. Parce que vous êtes en train d'être socialisé intellectuellement en français. Parce que l'État que nous avons est colonisé linguistiquement en français. Pour vous donner l'illustration la plus simple, vous partez à Koungheul. Vous partez trouver un éleveur ou un cultivateur qui sont à Koungheul dans leur localité, c'est leur foyer, ils y sont nés. Depuis des siècles, leurs parents ont capitalisé les connaissances en agriculture, en élevage, en la matière. Quand ces acteurs vont avoir affaire à l'État, ils vont devoir s'exprimer en français. Leur langue, dès lors, devient une langue dévaluée. Et puisque la langue est dévaluée, les savoirs qu'elle porte sont systématiquement dévalués. Lorsqu'ils vont faire face à quelqu'un qui est parti à l'école française et qui a fait 2 ans, 3 ans dans une école d'agronomie, les prescriptions de celui-ci feront autorité sur l'expérience de 3000 ans de leurs ancêtres. C'est de cela qu'il est question quand on parle d'hierarchisation des savoirs. Et plusieurs exemples ont existé. Plusieurs exemples ont existé en Afrique, où on nous a amené des pratiques agricoles qui ont totalement détruit nos terres, réduit la productivité de nos sols. Où on a amené des techniques de culture. Regardez aujourd'hui, moi ici à Dakar, je cherche à trouver du poulet local pour me faire une bonne soupe comme je le sais à Gao. Mais je ne trouve pas. Parce que tout ce qui est là est rempli d'OGM. Et je n'ai pas envie de bouffer ces OGM-là. Je ne sais pas quel composé il y a dedans. Quelle pathologie ça va développer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans dans mon corps. Donc, la hiérarchisation des savoirs, elle est destructrice de nos connaissances, de nos terroirs, de notre humanité.
Et comme l'a dit Aimé Césaire, on me parle de colonisation, moi je parle de... On parle de civilisation, moi je parle de chosification, de déshumanisation. C'est de cela qu'il est question. La colonialité des savoirs, comme le colonialisme politique, ont pour effet de nous déshumaniser. C'est important de le savoir. Et ça n'a même pas été caché. Quand l'école française était ouverte ici à Saint-Louis, Faidherbe l'a dit. Il dit l'Afrique produit des hommes. Et par le biais de l'école, nous allons en faire des Français soumis et fiers de l'être. Donc il s'agissait de désafricaniser les hommes de l'Afrique pour en faire des Français, mais pas des Français du même niveau, des Français soumis et fiers de l'être. C'est de cela qu'il est question. Donc il faut que nous en prenions conscience et que nous en affranchissions pour que nous soyons en même d'exister par nous-mêmes et de compter dans le concert des nations. Les curricula imposés, j'en ai parlé. La revue, les revues et les indexations, c'est de cela qu'il parlait quand il s'exprimait. Aujourd'hui, tout savoir qui est produit, quel que soit le domaine dans lequel il est produit, il doit être validé par la norme AFNOR, la norme ISO, les différentes normes qui existent. Ces normes ont été instituées par les autres, selon leurs critères de savoir, selon leur paradigme, selon leur mécanisme de production de connaissances. Et elles ne prennent pas tout en compte. Je vous donne un exemple. J'ai initié, au sein de l'UJPLA, nous avons initié un projet de recherche au Mali de 2018 à 2021. Nous avons fait une recherche dans les 17 aires culturelles du Mali. Les aires culturelles, ce sont des espaces socio-culturels et politiques qui ont connu une gouvernance homogène pendant longtemps. Ces aires culturelles, nous avons étudié les mécanismes de gouvernance politique précoloniale, c'est-à-dire avant l'arrivée des colonisateurs, comment on était organisé, quelles institutions gouvernaient, quelles institutions étaient dévolues à quelles fonctions, quels étaient les pouvoirs, qui participait à l'animation et à la gouvernance de ces institutions, comment ils étaient choisis, qui participent à leur choix, comment la construction humaine se faisait, ce qu'on appelle la socialisation, par quels instruments, dans quels espaces, pour faire une analyse comparative avec l'État postcolonial. Le premier résultat qui ressort de ça, c'est que la République postcoloniale que nous avons eue dit qu'il y a 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Mais dans l'empirisme politique malien, il y a 7 pouvoirs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous prenons leurs lunettes pour regarder, il y a plusieurs éléments qui constituent des angles morts. Alors quand nous prenons nos propres lunettes, qui sont le reflet de l'expérience de notre peuple, nous avons une vie encore plus large. Voyez-vous? C'est extrêmement important. Si on vous dit que Soundiata Keïta, tout empereur qu'il était, n'avait aucun pouvoir d'attribuer un lopin de terre à qui que ce soit dans l'ensemble de l'Empire. Voilà quelque chose qui échappait totalement à son pouvoir. Tout empereur qu'il était, il n'avait aucun pouvoir sur l'exercice du culte, qui était dévolu à d'autres. Voyez-vous? Donc, la séparation des pouvoirs, qui va nous l'enseigner? On nous parle de décentralisation, de gouvernance décentralisée. Mais prenez un empire qui commence de Bathurst en Gambie jusqu'aux côtes du Nigeria. Pendant qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de rack, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'Internet, comment tu peux gouverner ces territoires si ce n'est à travers la décentralisation? On ne va pas nous enseigner cela. Mais tout ceci est auréolé à l'image du blanc, à la façon du blanc, au rythme du blanc. Et il est imposé à nous. Et nous suivons bêtement. C'est de cela qu'il est question. Il faut s'affranchir de cela. Voyez-vous? Bon, les conséquences pour l'université, la faible contextualisation des recherches, l'extraction intellectuelle et la biopiraterie, la marginalisation des savoirs locaux. Bon, je ne vais pas le développer, je pense qu'on a déjà parlé de plusieurs de ces aspects. Mais ce que je dirais simplement, c'est que la plupart des recherches qui sont menées selon les procédés
de ces gens, quand les résultats viennent, vous allez voir qu'ils sont inapplicables. C'est pourquoi vous allez voir les meilleurs, on dit qu'en Afrique, nous faisons les meilleurs textes. Mais leur application pose problème. Parce que les meilleurs textes, nous les faisons en nous inspirant de quoi? En nous appuyant sur quoi? Sur le résultat de l'empirisme dans notre peuple. Et le problème qui se pose, c'est que si nous restons dans cette voie, nous sommes condamnés à n'avoir pour avenir que leur passé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si nous continuons comme ça, nous ne pouvons avoir aucun avenir si ce n'est leur passé à eux. Est-ce que c'est le destin qu'il faut pour l'Afrique? C'est ça le destin que nous voulons? Si nous ne voulons pas être condamnés à être dans leur tasse et à avaler leur poussière, nous devons prendre notre propre chemin. Développer notre propre humanité. Faire éclore notre propre génie et apporter notre valeur ajoutée dans la composition de la civilisation universelle. C'est extrêmement important. Et les universités ont un rôle essentiel à jouer dans cela en tant qu'espace de construction et de fécondité des savoirs et des capacités de création. La souveraineté intellectuelle, bon, on en a parlé, c'est la capacité de produire ses propres cadres théoriques. Et ça, encore une fois, l'université est interpellée. Donc, la capacité de théoriser nos connaissances et nos pratiques pour les rendre transmissibles et capitalisables. La maîtrise des agendas de recherche. Aujourd'hui, quand vous regardez, je ne sais pas pour le Sénégal parce que je ne maîtrise pas encore, mais si je prends mon pays, le Mali, vous avez 98% des recherches menées dans le pays qui sont menées grâce à des financements étrangers. C'est des fondations, des ambassades, des centres de recherche internationaux, des organismes internationaux qui commandent la recherche et qui la financent. C'est eux qui définissent les objectifs de recherche. Et les chercheurs africains, les intellectuels que nous sommes, sont utilisés par eux pour mener les recherches sur nous, pour eux. Nos États ne financent pas la recherche. Même quand les chercheurs ont des projets pour avoir des financements, c'est extrêmement difficile si ce n'est pas les autres qui définissent en amont leurs objectifs de recherche. Je vous donne des exemples. Le plus grand État, en fait l'État qui a duré le plus longtemps dans l'histoire, sans interruption, c'est l'Empire du Ghana. Sa capitale, c'est Koumbi Salé, sur le territoire de la Mauritanie. C'est un hameau perdu que personne ne visite. Les seules recherches scientifiques, archéologiques qui ont eu lieu dans la capitale de l'Empire du Ghana, Koumbi Salé, sont faites par un occidental. C'est un chercheur européen qui est venu faire des recherches de fouilles et la connaissance sur cette ville se limite à ses recherches. La capitale de l'Empire du Mali, qui a été l'État le plus prospère de l'histoire de l'humanité, en tout cas officiellement établi, parce que tout le monde a reconnu que Kankou Moussa était l'homme le plus riche du monde. Et il était l'empereur de l'Empire du Mali. Mais sa capitale, c'est Niamey, sur le territoire de la Guinée-Conakry. C'est un village que même les Guinéens ne partent pas visiter. Aucune fouille archéologique, aucune recherche n'a été faite là-dessus. Depuis que nous sommes indépendants en 1960. Aucun gouvernement africain n'a initié un projet de recherche archéologique pour déterminer les éléments, les vestiges qu'on peut tirer de ces centres urbains qui ont été le point essentiel de l'organisation politique de l'ensemble de la région ouest africaine. Rien que ça. Bon. Pour vous dire la nécessité. Donc, l'autonomie et la validation des savoirs, il est extrêmement important que nous créions nos propres mécanismes de validation de nos savoirs, de nos connaissances. Et les mécanismes endogènes existent. Je vous donne un exemple. Si vous prenez dans le pays soninké, c'est-à-dire dans le Ouagadougou, l'ancien foyer central de l'Empire du Ghana, il y a dans chaque zone, parce que le Ouagadougou est réparti en aires culturelles. Il y a le Gadiaga, le Diafounou, le Guidimagan, qu'on appelle ça, le Djombougou, ainsi de suite. Dans chaque zone, il y a des universités. Les universités, on les appelait les maïsis. Et les maïsis
Quand tu fais tes études là, pour être admis dans les ici, il y a un cycle qu'il faut faire. Maintenant, quand tu es admis là-bas, tu as 12 ans d'études. Après les 12 ans d'études, ton maître rassemble les maîtres de l'ensemble de ces régions dont j'ai parlé pour venir, et toi tu défends un sujet. Non seulement tu le défends devant tous ces maîtres-là, on va te tester théoriquement, on va te tester mystiquement, on va te tester sur tous les plans. Et l'exercice de ce qui équivaut à ce qu'on appelle aujourd'hui la soutenance, ça dure 2 mois et 20 jours. Pendant 2 mois et 20 jours, tu es devant l'ensemble des maîtres à te défendre. Quand tu finis ça et que tu as validé, on met 200 talibés à ta disposition et ton maître, plus les 200 talibés, t'accompagnent dans ton village pour t'installer. C'est eux qui construisent ta maison, c'est eux qui restent, les 200 talibés restent avec toi pour que tu les formes jusqu'à la fin de leur formation et c'est eux qui vont travailler pour toi. Ils vont cultiver ton champ, ils vont construire ta maison, tout. Donc on a nos mécanismes propres de validation de connaissances. Mais la question c'est, est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous repartons vers eux? C'est ça les grandes interrogations que nous devons avoir. Quand on parle de la société initiatique, c'est pareil. Vous prenez le Domo, vous prenez le Komo, vous prenez le Tomo. Dans la société mandingue, vous avez ces 3 niveaux. Le premier niveau, il est initiatique pour les débutants. Le deuxième niveau, il est moyen pour les jeunes adultes. Et le dernier niveau, c'est pour les sages. Les types d'enseignement qu'on y fait sont déterminés, mais les conditions même d'éligibilité, d'accessibilité, là, ça prend en compte des questions ontologiques, des questions anthropologiques, des questions psychologiques, des questions sociologiques et seulement après, des questions intellectuelles. Donc la construction humaine, le caractère, la personnalité, la capacité de se gouverner, le rapport aux autres, la moralité, sont tout un ensemble d'éléments qui sont évalués avant même que vous n'ayez accès à certains niveaux de connaissance. Parce que chez nous, la connaissance est considérée comme une arme. Et une arme, on ne la met pas entre les mains de quelqu'un qui n'a pas la maturité morale, psychologique pour l'utiliser. Bon, bref, j'essaie de finir parce que je sais que je suis sûrement allé au-delà du temps. Désolé, c'est le sujet qui le fait. Alors, les composantes de la souveraineté intellectuelle. Alors, il est extrêmement important d'abord, pour avoir la souveraineté intellectuelle, de constituer des institutions locales de savoir. Il faut créer nos propres institutions de validation de connaissances. C'est extrêmement important. Si on a les institutions, alors en ce moment, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle l'autonomie épistémique. Parce que tant qu'on n'a pas l'autonomie épistémique, on ne peut pas valider nos savoirs et les faire accepter par les autres. Mais c'est les institutions locales qui permettent de créer les conditions pour cette autonomie épistémique. Et ensuite, il faudra créer un cadre de protection juridique. Ça aussi, c'est les institutions locales qui le permettent. C'est extrêmement important. Les savoirs endogènes et la science moderne. Alors, j'insiste là-dessus, comme je l'ai dit au début de mon propos, lorsqu'on parle d'endogène, d'endogénéisation, d'africanisation, cela ne constitue pas nécessairement le rejet de la science moderne ou des savoirs modernes. Ça ne constitue pas le rejet des éléments de culture moderne ou ceux d'ailleurs. D'abord, parce que comme je l'ai dit, le savoir n'est pas statique. La culture n'est pas statique. Ils sont dynamiques. Deuxièmement, parce que le savoir n'a pas de nationalité. Vous pensez que Thalès s'est gêné ou s'est complexé quand il est venu étudier les mathématiques en Égypte ancienne, en Afrique? Non. Vous pensez que Pythagore, quand il est venu faire 22 ans d'études auprès des maîtres africains pour apprendre la numérologie, les mathématiques, la physique, vous pensez qu'il s'est gêné? Non, il ne s'est pas gêné. Le théorème de Pythagore, c'est ici qu'il a appris. C'est en Afrique qu'il est venu le prendre et il ne s'est pas gêné pour le prendre.
Les savants grecs sont venus se servir à satiété en Afrique sur nos connaissances. Ils ont poursuivi le travail sur ces connaissances pour produire d'autres connaissances. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de retourner en arrière. Il faut savoir que la connaissance est un héritage pour l'humanité tout entière et que chacun a le même droit d'accéder à cette connaissance et de l'utiliser. Mais seulement dans cet exercice, il ne faut pas être complexé en pensant que un segment de la connaissance appartient à un peuple. Non. Vous pouvez aujourd'hui vous appuyer sur l'intelligence artificielle pour inventer un autre niveau de connaissance qui va au-delà de l'intelligence artificielle. Et ce résultat sera un savoir endogène. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Vous comprenez? Très bien. La nécessité d'un dialogue critique et contextualisé. Il est extrêmement important de comprendre que la pensée unique et la lecture unique ne fait pas science. C'est l'interaction entre les angles de vue qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Je vous donne un exemple précis. Si je prends ce téléphone, comme ça, je vous demande quelle est la couleur. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Si je vous demande ici quelle est la couleur, qu'est-ce que vous voyez? Blanc, n'est-ce pas? Ou beige, si vous voulez. Celui qui n'a vu que ce côté, qui dit que c'est noir, est-ce qu'il a menti? Celui qui n'a vu que celui-ci qui dit qu'il est blanc, est-ce qu'il a menti? C'est pour vous dire que pour une même réalité, il y a plusieurs vérités qui s'épargnent. Tout dépend de l'angle de lecture, l'angle de vue que nous avons. C'est pour ça que la fécondité intellectuelle, l'éclosion des savoirs est la résultante de la conjugaison de plusieurs perceptions, de plusieurs lectures, de plusieurs savoirs. D'où la nécessité du dialogue critique, mais contextualisé. Ensuite, le résultat de cela, c'est quoi? C'est la co-construction des savoirs. Nous construisons ensemble les savoirs. Bon, je pense que on va essayer de conclure. Il y a plusieurs aspects de la communication que je vais donc laisser et aller directement à la conclusion. En conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les savoirs endogènes ne sont pas un héritage, mais plutôt un levier stratégique. Ils ne sont pas qu'un héritage, mais plutôt un levier stratégique. Il ne faut pas les considérer comme des objets précieux qu'on va garder chez soi, mais des outils qu'on va utiliser pour changer le présent et construire l'avenir. C'est extrêmement important. La souveraineté intellectuelle est un projet collectif. Si nous voulons véritablement accéder à la souveraineté intellectuelle, ça ne se fera pas dans l'isolement. C'est ensemble que nous pouvons construire notre souveraineté collective. Si tout le continent s'organise, comme au sein du CADES, pour établir des nouvelles normes africaines, pour réhabiliter les mécanismes, pour créer les conditions de la souveraineté intellectuelle du continent, alors les savoirs africains seront reconnus et valorisés. Regardez aujourd'hui, la médecine chinoise, elle est reconnue. L'astronomie, l'astrologie chinoise est reconnue. L'architecture chinoise est reconnue. Parce que la Chine, grande comme un continent, s'est organisée à créer les conditions pour affirmer son identité. C'est pareil ailleurs. Si nous nous mettons ensemble et que nous créons les conditions, notre savoir, nos cultures, notre identité scientifique et intellectuelle seront reconnues. Ensuite, la responsabilité centrale de ce travail appartient à l'université. Il faut que les universités, publiques comme privées, s'activent pour cette souveraineté intellectuelle et la réhabilitation des savoirs endogènes. Je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre écoute attentive et je m'excuse d'avoir été long sur le sujet. Merci beaucoup.